Bien, bonjour. Voilà, donc pour l'exercice suivant, l'exercice 5, nous l'avons déjà étudié la fois dernière, en particulier pour l'estimation des paramètres et la détermination de la variance résiduelle, ainsi que, je pense, le tableau d'analyse de la variance. Donc voilà, supposons que l'on souhaite donc expliquer la production mensuelle d'un atelier Y par le nombre d'heures de travail pour le mois, sur le mois, c'est la variable exogène. Et on cherche à estimer le modèle linéaire suivant. Donc vous avez Y, c'est la production mensuelle, et X, c'est le nombre d'heures de travail sur le mois. Et vous avez c'est-à-dire vous avez un échantillon sur de 22 observations, 22 mois. On vous donne X bar, Y bar, on vous donne la somme de X de t moins X bar au carré, la somme de Y de t moins Y bar au carré, et la somme de X de t moins X bar, Y de t moins Y bar au carré est égale à 40. On vous demande dans un premier temps d'estimer les paramètres, déterminer la variance résiduelle et les écarts types des coefficients, donner l'intervalle de confiance de bêta au-dessus de 95%, effectuer le test de significativité statistique concernant chacun des coefficients estimés au risque de 5%. Et la question, peut-on admettre que la pente de cette régression est inférieure à 1, au risque de 5%. On vous demande de dresser le tableau d'analyse de la variance, de déterminer le coefficient de détermination R carré et donc de déduire celui de corrélation linéaire, d'effectuer le test de significativité globale de la régression au risque de 5%. Voilà la 9e question. Supposons que le nombre d'heures de travail pour le 23e mois est égal à 10. Ça, c'est la valeur qu'on vous donne pour la variable exogène pour la 23e mois. On vous demande de calculer la prévision de la production mensuelle assortie de son intervalle de confiance au risque de 95%. Une dernière question, je pense, après des améliorations techniques, deux nouvelles observations donnent. Donc voilà, donc avec les 12, c'est une nouvelle taille d'échantillon. On a fait l'estimation et on a trouvé que la production mensuelle, c'est-à-dire estimée, est égale à 30, c'est la constante, plus 0,5, c'est bêta x de t, rk est égal à 0,3, y bar est égal à 40, et la somme de x de t moins x bar au carré est égale à 110. On vous demande de donner l'intervalle de confiance pour la pente de cette deuxième régression au-dessus de 95%, est interprété. Et la dernière question, peut-on admettre que l'égalité des pentes des deux régressions au risque de 5%? Pourquoi? Parce que vous avez la première régression qu'on a déjà fait et vous avez la deuxième régression. On vous demande est-ce que les pentes est-ce qu'il y a égalité des pentes au risque de 5%? Donc, je vous rappelle qu'on a déjà fait l'estimation la fois dernière à l'aide des données qu'on a. Il faut bien faire attention. Ici, on vous donne, dans l'énoncé de l'exercice, on vous donne, ça c'est un indicateur, donc je peux directement calculer, c'est-à-dire la pente à partir des données que j'ai. Voilà, c'est la somme de x de t moins x bar, y de t moins y, c'est la covariance divisée par la variance. Voilà. Voilà, donc c'est la covariance divisée par la variance. Voilà, c'est égal à 40 sur 50, 0,8, donc la pente est égale à 0,8, et la constante, on peut déduire directement la constante, c'est égal à 8,4. Donc le modèle, c'est pour le premier échantillon, sur 22 observations, c'est y de t est égal à la constante 8,4 plus 0,8 x de t. Comme je l'ai précisé la fois dernière, il faut bien faire attention aux signes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez très bien, lorsque les heures de travail augmentent, la production augmente. C'est ce que suggère la théorie économique. Autre chose, l'interprétation qu'il faut donner, donc si on augmente les heures de travail d'une heure, donc c'est l'unité de contrôle de la variable exogène, la production mensuelle de l'atelier va augmenter de la valeur de la pente, c'est-à-dire il va augmenter de 0,8 unités, etc. Bien. On a déjà estimé, je pense, c'est-à-dire la variance résiduelle. Voilà, donc la variance résiduelle, c'est la somme des carrés des rues divisée par n-2. Je vais la déduire selon la formulation que on a bien vu la fois dernière. Voilà, c'est la somme des carrés des résidus, c'est la somme des carrés du total moins la somme des carrés de l'expliqué. Et la somme des carrés du total, ce n'est rien que la somme du y de t moins y bar au carré. Et ici, la somme des carrés de l'expliqué, la seule façon de la calculer, c'est d'appliquer cette formule. Nous savons très bien que la somme carré de l'expliqué, c'est la pente au carré multipliée par la somme de x de t moins x bar au carré divisé par n-2. Donc, si je fais l'application, je vais trouver 4,4.
Et partant de là, je vais déduire les écarts types de chaque coefficient, la constante, et voilà, donc la constante, c'est la formule, il faut appliquer devant la formule, est égal à 3,58. Ça, c'est l'écart type que je vais l'utiliser dans les tests. Et pour la pente, la même chose. Je pense que la pente est égale à 0,2966. Voilà. Pour l'intervalle de confiance de bêta à 95%, je vais appliquer donc la formulation de l'intervalle de confiance. Je cherche à encadrer le coefficient bêta. Donc, je vous rappelle que le bêta chapeau qu'on a trouvé, le 0,8, c'est un estimateur ponctuel. Maintenant, on s'intéresse à un estimateur par intervalle de confiance. Donc, je vais remplacer chaque terme par sa valeur. Il faut bien faire attention ici, le T alpha sur 2, il faut appliquer la table de la loi c'est-à-dire de student à n-2 degrés de liberté. Donc, vous allez lire sur la table de student avec 5% et un degré de liberté de 20. Vous allez trouver 2,08. D'accord? Donc, vous allez trouver, je pense, donc 2,08. Donc 2,08, voilà, 20 et voilà, donc 20 et 5%, donc 20, 2,08, voilà, 0,5, 0,05, voilà, donc c'est 20 et 0,05, c'est 2,0860. Bien. Donc une fois que vous avez, c'est-à-dire traité, c'est-à-dire déterminé comment vous allez lire la valeur de, c'est-à-dire la valeur de T alpha sur 2 en utilisant la table de student Fisher, pardon, la table de student, voilà, donc c'est, voilà, donc le bêta que nous cherchons, il est compris entre 0,1812 et 1,1, c'est-à-dire 1,41. Voilà, autre chose, c'est vrai que la question qui va suivre, on vous demande de tester la significativité partielle de chaque coefficient. Ici, nous constatons que 0 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, je vais, donc, encadrement de bêta, donc je vais dire que je vais accepter H1 sans avoir fait le test. Ou bien, si vous faites le test directement, pour la constante et la pente, pour la constante et la pente, vous avez donc le T calculé, voilà, c'est alpha chapeau, etc. Donc, est égal à 2,34 à comparer avec 2, toujours on ne change pas, c'est pas là, à chaque fois je vais consulter la table parce que j'ai déjà consulté pour l'intervalle de confiance. Cette valeur que j'ai bien trouvée ici, il est valable pour alpha et pour bêta, à comparer avec T calculé, donc je constate que le T calculé est supérieur pour les deux. Donc les deux, les alpha et bêta, ils sont significatifs. Une cinquième question, on vous demande, ça c'est un test unilatéral, à droite, pardon, à gauche, inférieur strictement, donc c'est un test unilatéral, donc le T calcul ne change pas, pardon, la façon avec laquelle qu'il faut calculer le T calcul, faites attention ici, pour bêta, nous avons retranché 0. Alors ici, il faut retrancher 1. Donc bêta chapeau moins bêta, 0,1 divisé par l'écart qui ne change pas, est égal à 0,67. 0,67, il faut la comparer, faites attention, il ne faut pas la comparer avec 2,0860 comme je l'ai expliqué la fois dernière. Ça, c'est un test bilatéral. Alors là, c'est un test unilatéral. Donc sur la table c'est-à-dire sur la table de student, comme je l'ai précisé la fois dernière, sur la table de student, avec un degré de liberté toujours de 20, voilà, de 20, au lieu de lire sur 5%, 0,05, je vais multiplier 0,05 par 2, parce que le test, comme vous le voyez ici, il est bilatéral. C'est-à-dire les valeurs de T concernant cette table, elle est bilatérale. Pour la rendre unilatérale, si vous travaillez uniquement sur alpha, donc alpha sur 2 fois 2, j'ai multiplié alpha sur 2 fois 2 pour que je puisse obtenir, donc c'est pour cette raison, 0,05 multiplié par 2, c'est 0,1, donc je vais lire sur 0,1. Voilà, donc 0,1 est égal à 1,72 47 et non pas 2,0860. Donc voilà, donc la valeur de, c'est-à-dire la valeur de, c'est-à-dire de, la valeur de, c'est-à-dire de T, le T calculé, voilà, donc est égal à 1,72, donc je vais accepter H0, ça veut dire que H0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bêta est égal à 1, d'accord? Même si nous avons
même si nous avons déjà calculé ou bien estimé bêta comme quoi est égal à 0,8, mais la différence entre 0,8 et 1 n'est pas significative, il est dû aux seules fluctuations. Donc, je peux assimiler un bêta chapeau est égal à 1. Pourquoi? Parce que la différence entre 0,8 et 1 est égale à 0,2, c'est pas réel, il est dû aux fluctuations d'échantillonnage. Donc, je peux dire, par exemple, que même si je trouve sur l'échantillon de 22 0,8, je peux l'assimiler à 1, comme je l'ai bien trouvé dans c'est-à-dire, donc j'ai accepté H0, ça veut dire que bêta est égal à 1. Et surtout, généralement, on travaille sur des actions. On a fait des estimations, les bêtas des actions. Même si vous constatez pour une entreprise cotée en bourse que le bêta des actions est égal à 0,8, il faut faire le test pour voir est-ce qu'il est égal à 1 ou bien il est inférieur structure moins 1. Donc ici, même s'il est égal à 0,8, je peux l'assimiler comme quoi il est égal à 1. Et comme vous le savez très bien, c'est bêta est égal à 1, c'est pas la même chose qu'en bêta inférieur structure moins 1 pour le modèle du marché pour les actions des entreprises cotées en bourse. Bien. Donc voilà, donc bêta il est significativement égal à 1 au risque de 5% et non pas inférieur strictement à 1 comme nous l'avons déjà déterminé. Bien. Relativement au tableau d'analyse de la variance, il faut bien faire attention pour la détermination de la somme du carré de l'expliqué. La somme du carré de l'expliqué, le seul moyen pour la déterminer, c'est de prendre cette formule, bêta chapeau carré multiplié par la somme du x de t moins x bar. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 32. La somme du carré des résidus, c'est la différence entre la somme des carrés du total et la somme des carrés de l'expliqué. La somme des carrés du total, je l'ai, c'était une donnée parce que j'ai déjà la somme de y de t moins y bar au carré 120. Donc 120 moins 32 est égal à 88 et 120. Et partant de là, je peux remplir le tableau d'analyse de la variance comme nous l'avons déjà vu auparavant, c'est-à-dire la régression 1. Pourquoi? Parce qu'un modèle de la régression simple. Les résidus n-2, vous avez 22 moins 2, c'est 20. Le total n-1, c'est 21. Donc, je vais remplacer chaque somme par sa valeur, voilà, et la moyenne des carrés, comme je l'ai déterminé auparavant. Bien, maintenant, on vous demande de calculer le coefficient de détermination R carré et déduire le coefficient de corrélation linéaire. Voilà, donc on a calculé le coefficient de corrélation linéaire, pardon, le coefficient de détermination, c'est la somme du carré de l'expliqué divisé par la somme du carré du total. Selon ce tableau, c'est tout simplement 32 divisé par 120. Donc, c'est égal à le R carré est égal à 26,66%. Il est relativement faible, mais on va essayer de voir, de tester est-ce qu'il est significatif ou non. Autrement dit, on peut dire que l'interprétation, les heures de travail, il explique à la hauteur de 26,66% de la production mensuelle pour cet atelier. Et je pense le reste, il y a d'autres facteurs, comme vous savez très bien, de production. Il n'y a pas uniquement le travail, il y a le capital, il y a d'autres éléments. Ici, voilà, le coefficient de corrélation linéaire, c'est la racine carrée de R carré est égale à la racine carrée de 0,26, etc., est égal à 51,63. Mais il faut bien faire attention ici au signe. Le signe qu'il faut comme je l'ai expliqué auparavant, le signe, il faut mettre le signe plus. Pourquoi pas sur la racine carrée de R carré, ce sera plus ou moins mathématiquement, plus ou moins. Et puisque on a déjà expliqué le signe du coefficient de corrélation, il suit toujours le signe de la pente. C'est pourquoi? Parce que la pente, ou bien le bêta chapeau, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, la pente, c'est la covariance divisée par, voilà, la covariance divisée par la variance. La variance, elle est positive toujours. Et le signe, la covariance, il est positif, voilà, 40. C'est pour cette raison que le coefficient de corrélation linéaire, il va suivre le signe de la pente. Si vous avez trouvé ici moins, il faut mettre dans le coefficient de corrélation linéaire moins. Sinon, il faut mettre plus. Bien. Donc, voilà le coefficient de corrélation, une corrélation relativement moyenne. Voilà, donc, avec un sens positif. Bien. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo afin de traiter la suite de cet exercice.